bien, il suffit d'associer à tous ces outils quelque chose d'ordre subjectif. Vous voyez, c'est là que le subjectif s'introduit. Vous avez d'abord l'objectif, c'est-à-dire objectivement, on regarde où sont les étoiles, les planètes, on regarde où sont les constellations, mais là où le subjectif est introduit, c'est la manière dont on interprète, évidemment, tous ces signes objectifs. Alors, à Mars, on va, à Vénus, on associe l'amour, à Saturne, on associe la mélancolie, la pensée, la gravité, au Soleil, c'est la brillance, l'énergie, même chose pour le Bélier, etc. Vous avez à peu près tout ce qui caractérise la psychologie humaine qui se retrouve en condensé ou en dispersé à travers tous ces signes. Voilà. Et donc, l'interprétation de l'horoscope est la partie subjective qui caractérise donc cette pratique astrologique. Voilà. Et c'est bien entendu à ce moment-là que non seulement l'astrologie et l'astronomie divorcent, mais aussi la science, le caractère scientifique et le caractère non scientifique de l'astrologie, donc se séparent. Voilà. Alors, d'autant plus qu'il y a de nombreuses écoles astrologiques, ésotériques, et certaines sont dites très ésotériques, d'autres sont dites rationnelles, parce qu'on peut imaginer une certaine rationalité dans la manière de travailler. Ça s'appelle l'astrologie conditionnaliste, par exemple. Et en particulier, les astrologies dites rationnelles présupposent qu'il y a réellement une influence réelle, matérielle. On n'est plus dans un registre symbolique, divin, religieux, superstitieux, mais on présuppose qu'il y a quelque chose. Et l'argument d'ailleurs des astrologues à ce moment-là, c'est de dire nous sommes plus en avance que vous. Tu dis que j'approche, non ? Oui. Nous sommes plus en avance que vous. Vous verrez, vos travaux finalement confirmeront tout ce que nous disons depuis des siècles. Vous n'avez pas encore trouvé la nature de cette influence mystérieuse. J'ai rencontré des gens, et puis on le trouve dans des équipes, évidemment. Voilà. Mais il y a aussi des astronomes qui se passent de tout ça, qui n'ont même pas besoin d'imaginer ou même de regarder le ciel. Donc quelque part, ils fonctionnent sur une grille, il y a vraiment une grille d'interprétation à l'aide d'éléments symboliques. Ils forment un langage, ils forment une connaissance de l'humain, dans la mesure où tout ce qu'ils disent ressort essentiellement du subjectif et non pas du tout de l'objectif. Voilà. Alors, le problème de l'astrologie scientifique, évidemment, c'est que cela permet une exploitation commerciale de l'astrologie, dans la mesure où, puisque cette pratique devient objectif, on peut utiliser les ordinateurs, on peut même le faire à distance, on n'a plus besoin de relations subjectives entre l'astrologue et le patient, le consultant. Donc, voilà. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'astrologues ont besoin de revendiquer cet aspect. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle l'astroflash il y a une trentaine d'années. Ça a été une révolution parce que les gens pouvaient, avec une pièce de monnaie, obtenir. Il y avait un petit ordinateur qui était intégré dans la bande, et pouvaient obtenir leur horoscope à partir du moment où ils avaient donné 2-3 éléments. Donc c'était une façon de rendre objectif quelque chose qui ne l'est absolument pas. Ça permettait évidemment d'arriver à une exploitation commerciale de la chose. Et évidemment, la reconnaissance académique serait très souhaitée par cette frange d'astrologues qui, évidemment, leur permettrait des financements, de venir sévir à la Sorbonne. C'est d'ailleurs pas par hasard si Elisabeth Tessier a fait tant d'œuvrer pour que sa thèse, qui était une thèse de sociologie, et non pas d'astrologie, c'était une thèse de sociologie sur l'astronomie, a finalement complètement dévoyé et dévié son propos pour en faire une plaidoirie de l'astrologie, en revendiquant que l'astrologie puisse être enseignée comme c'était le cas à l'époque de Colbert à la Sorbonne. Alors, c'est grave. Alors évidemment, à ce stade, vous avez vu, donc c'est une vraie pratique qui demande des calculs, bon, pas des calculs très compliqués, mais enfin, il faut milieu technique. Il y a un savoir, un corpus de connaissances, une tradition qui remonte
voilà, au fond des temps, est-ce que cela permet de parler de science? Alors, c'est vrai que l'astrologie a disparu et réapparaît, en France en tout cas, dans les années 30, n'avait pas complètement disparu dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières en Angleterre comme il y a eu en France. En France, ça a été véritablement le cas. Ça a été la fameuse affaire des poisons sous Louis XIV, où l'astrologie a été mise vraiment en premier plan. La poisonneuse était aussi astrologue et le roi a donc beaucoup craint pour sa sécurité. Il y avait des messes noires, il y avait un monde vraiment très, très complexe et très malsain. Et donc Colbert a fait arrêter tous ces gens-là, mettre en prison, torturer, et l'astrologie évidemment a suivi, et le collège d'astrologie a été fermé. Mais quand on ferme et quand on arrête, quand on interdit, c'est pour autant la demande n'est pas forcément, ne disparaît pas pour autant. Donc l'astrologie a continué avec les moyens qu'elle avait, d'une manière souterraine, et est devenue tout à fait incontrôlable. Ce n'a pas été le cas en Angleterre. Les Anglais s'accommodent beaucoup plus de ce genre de comportement excentrique et individualiste. Alors, ce qui fait que, en France, en tout cas, c'est dans les années 30 qu'on revoit l'astrologie qui réapparaît, et elle réapparaît surtout récemment, lorsque Madame Soleil s'était exprimée sur, je crois que c'est Europe, ou RTL, sachant que Madame Soleil s'appelait véritablement Madame Soleil, ce n'était pas un pseudo, c'était vraiment son nom. Et les enquêtes aujourd'hui montrent qu'il y a quand même à peu près 40% des gens qui croient encore à la caractérologie astrologique, et quand même 20%, entre 25 et 30% croient de certaine façon. Alors, croire, ça veut dire, il y a des nuances, ce sont des chiffres comme ça, qui donnent quand même un paysage à peu près approximatif. Croire aux prédictions, à peu près une dizaine de pourcents ont consulté au moins une fois un astrologue dans leur vie. Et ce sont des pourcentages qui varient quand même assez peu, qui sont peut-être d'ailleurs un petit peu en augmentation, je sais pas. Mais non, il y a une vision qui change, parce qu'on vit aussi dans un milieu qui est quand même, dans un monde qui est quand même configuré par la science et la technologie. Donc voilà, il faut bien que tout ça se fasse son chemin, ensemble. Alors, en général, le public aujourd'hui, la manière dont l'astrologie est vendue, c'est que, bien sûr, on ne va pas dire, on ne va pas faire des prédictions pour demain, parce qu'on sait bien que quand on regarde, dans le temps, ça ne fonctionne pas vraiment, mais ça permet de libérer une potentialité. En gros, vous êtes configuré à la naissance par les influx célestes, mais ça vous donne la possibilité de. Ça ne vous empêche pas soit de les exploiter, soit de les contrecarrer, soit au contraire, voilà. Donc il faut libérer ces potentialités. Voilà. Donc, travail dans le domaine de l'affectif. Mais le problème, c'est que pendant les consultations, eh bien, le client se trouve très souvent en posture d'attente croyante. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même, d'ailleurs, lorsque dans le premier ouvrage auquel je faisais allusion, pendant 1h30 d'entretien avec une astrologue, qui on avait discuté pendant plusieurs mois sur différents sujets, ben, je me suis aperçu que très très vite, on a tendance à donner quelques informations. On dit oui, on dit non, on est d'accord. On est étonné parce que la personne vous dit quelque chose qui semble correspondre à ce que vous croyez être. Et donc c'est comme ça que l'échange se construit et on oublie, on a tendance à oublier tout ce qui ne correspond pas. Et on ne retient que ce qui correspond à peu près à l'idée que vous faites de vous-même. Donc, on néglige ce qui ne correspond pas à nos attentes et au contraire, on n'attend que ça. Quand on nous dit quelque chose du genre, vous allez voir, demain ça va être merveilleux, mais si, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans une situation de libre arbitre, et par conséquent, on a une position extrêmement enfermante qui confine évidemment à la manipulation psychologique. Voilà. Oui. Alors, c'est même vrai pour beaucoup de gens. Il ne faut pas croire que ça ne touche que des gens naïfs et c'est vrai de gens qui ont quand même une certaine culture, une certaine
qui ont des responsabilités importantes. C'est vrai des politiques, c'est vrai de Mitterrand, c'est vrai de Reagan, qui a choisi très précisément le moment où il devenait président des États-Unis. Ça s'est fait à midi, parce que midi, ça correspond à quelque chose pour lui, le zénith, etc. Donc tous ces gens-là, Catherine de Médicis, Nixon, Hassan II, tous ces gens ont leur astrologue, que Louis XIV avait leur astrologue, mais ça c'est contemporain et ça continue à être vrai. Voilà, là on peut se poser évidemment de nombreuses questions. Pourquoi ces gens-là ont ce besoin? Alors on pourrait penser que ce sont des imbéciles. C'est des gens pas très, voilà, on peut très bien avoir cette position surplombante. Hein, après tout, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dans l'existence. Être intelligent s'avère souvent utile, mais il n'est pas nécessaire non plus de l'être tout le temps. Et il y a des tas de situations dans la vie courante où être bon suffit amplement. Alors, on peut se dire ça, hein, mais c'est un peu court, c'est vraiment un peu court. Et quand on fait, je vous dis, quand on regarde un petit peu plus près ce qui se passe, eh bien on s'aperçoit que la croyance astrologique n'est pas le privilège de ceux qui ont ou qui n'ont pas accès à l'instruction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gens intelligents qui ont accès à l'instruction, mais on pourrait croire quand même que les gens qui ont de l'information, bien, ce sont des gens qui devraient... Voilà. Eh bien, en fait, on s'aperçoit, ici, je ne sais pas si vous lisez très bien ce qui est écrit, je pourrais vous le montrer d'une autre façon tout à l'heure. Là, c'est le paranormal, la croyance au paranormal de ce côté-là, la croyance à l'astrologie de ce côté-là. Hein, c'est-à-dire là, c'est les gens qui ne croient pas en l'astrologie, là, c'est les gens qui croient vraiment en l'astrologie. Bon, il y a plus de femmes que d'hommes qui croient en l'astrologie, vous voyez, à peu près... c'est relatif, hein, le pourcentage parmi les sexes, vous avez plus de femmes que d'hommes en général, et là, ce sont les âges. Plus de 65 ans croient moins que les 18-20 ans. Vous voyez, c'est un peu dispersé, parce que là, on retrouve les 60, 64, 38, 45. Donc, en gros, quand même, les âgés sont là, les moins âgés sont ici, les hommes sont plutôt plus bas que les femmes, et même chose pour le paranormal. Maintenant, en ce qui concerne les professions, là, c'est surprenant également. Vous avez les professeurs ici, vous avez les techniciens là, je ne sais plus ce que c'est. Les techniciens, les enseignants à l'école, les étudiants. Oui, c'est quelque chose des gens qui font de... je ne sais plus ce que c'est ça. Les managers, les dirigeants, plutôt jeunes. Ici, c'est le niveau... Alors là, c'est toujours encore le paranormal et l'astrologie. Là, ici, par exemple, vous avez les gens qui sont les enfants, bon, enfin les gens très jeunes, les études secondaires, des gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques, des gens qui ont fait des études scientifiques, en général, ils ont tendance à croire un peu moins. Mais vous voyez quand même que c'est pas extrêmement clair, il n'y a pas de corrélation évidente entre le degré d'instruction et le fait de croire ou de ne pas croire à l'astrologie. Alors, Theodor Adorno, sociologue autrichien, pensait que l'astrologie, la croyance en l'astrologie était caractérisée par ce qu'il appelle la semi-érudition. Bon, ça c'est ses conclusions, c'est que quelqu'un qui est semi-érudit, il en sait suffisamment, mais pas complètement. Donc il y a un moment, il a besoin d'un raccourci, d'aller trop vite, de vouloir interpréter à tout prix quelque chose, parce qu'il est en demande de vérité, demande de solution, demande de, voilà, le Big Bang avec son incertitude, ça va pas, on veut savoir vraiment à tout prix, mais il a suffisamment de connaissances pour pouvoir discuter, mais pas assez pour pouvoir aller plus loin. Ça, c'est toujours un peu le problème. Et donc, on emprunte des raccourcis non scientifiques pour obtenir quelques réponses, en particulier concernant le futur ou le destin. Voilà. Alors, et bien sûr, on peut se demander pourquoi la plupart des scientifiques, alors souvent les scientifiques, les chercheurs en sciences sociales et aussi les scientifiques en sciences dures, restent tous opposés, je ne connais pas, par la personne que j'ai citée tout à l'heure, qui a écrit ce livre sur l'astrologie, que sais-je. En général, les scientifiques sont plutôt opposés. Alors maintenant, bon, ça c'est une façon de brosser un petit peu le panorama social. Maintenant, que peut-on dire des rapports entre l'astrologie et l'astronomie? Est-ce que nous, étant astronomes ou astronomateurs ou passionnés d'astronomie, est-ce qu'on est mieux armés que les autres? Parce qu'on a des arguments. Alors, on va peut-être décevoir.
Alors d'abord, on sait qu'il y a une histoire commune, très très commune et très ancienne, ne serait-ce que par l'étymologie, puisque astronomie c'est l'écriture des cieux et astrologie c'est l'étude des cieux. Au départ, les astrologues étaient ceux qui étudiaient les cieux, alors que les astronomes l'écrivaient. Et ça reste, disons, une aventure commune jusqu'à Galilée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Renaissance, 16e, 17e siècle. Et on a par exemple Tycho Brahe, c'est d'ailleurs un des arguments que les astrologues utilisent beaucoup. Regardez, vos propres scientifiques, ils utilisaient la position des astres parce qu'ils avaient effectivement l'idée d'améliorer les prédictions astrologiques. Certes, on peut dire ça. On peut dire ça parce qu'on était encore dans une forme de pensée, dans une société qui était évidemment une société religieuse et qui était une société où la religion monothéiste qui était la nôtre en Occident s'accommodait quand même de l'existence de l'astrologie, mais ça n'a pas été sans conflit. Le christianisme et l'astrologie ont eu des rapports très très conflictuels. Et néanmoins, il y avait cette possibilité pour l'Église d'estimer que finalement c'était une façon aussi de montrer l'œuvre de Dieu en train de se faire, donc on tolérait les astrologues. Alors, Kepler, lui aussi, vendait des horoscopes. Entre nous, sans conviction. On le sent bien, sa façon de le dire, et on sent même qu'il a eu, déjà, il a été obligé même de défendre sa mère, qui avait été condamnée à un procès de sorcellerie, et il a été obligé de la défendre. Donc il avait quand même des difficultés, il fallait qu'il vive, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a utilisé, qui a eu recours à des horoscopes qu'il vendait. Alors, par contre, tout change à partir du moment où on utilise l'instrument. C'est important, vous savez qu'on a fêté en 2009 l'année mondiale de l'astronomie, peut-être pas par hasard, c'est parce que c'était 400 ans après l'invention de la lunette et l'utilisation surtout de la lunette par Galilée. Et donc c'est à ce moment-là que les méthodes scientifiques commencent à s'imposer et qu'elle va s'opérer une séparation très forte entre le sujet et l'objet. J'en ai déjà parlé. Le sujet, c'est vous ou moi, c'est le subjectif, et l'objet, c'est la chose que la science se propose d'étudier. Alors c'est une liberté donnée à l'homme qui est de dire les choses ne sont pas préécrites, elles ne sont pas écrites dans les textes sacrés. Moi, homme, je suis capable, femme, je suis capable, avec mes sens, mon intelligence, de comprendre ce monde qui est face à moi. Donc c'est un acte de liberté, un acte d'indépendance, mais effectivement qui oblige de faire un pas de côté, un pas en arrière, et de regarder le monde tel qu'il est en tant qu'objet. Une séparation de sujet et objet est extrêmement important et prend place au tournant du XVIIe siècle. Voilà. Et en particulier, cette espèce de principe de correspondance commence à être mise en marche, l'idée selon laquelle tout ce qui est en haut gouverne ce qui est en bas, que le microcosme est gouverné par le macrocosme. Il y a une relation entre le microcosme et le macrocosme que l'on retrouve encore dans les textes aujourd'hui. Si vous lisez les livres de Paul Coelho, par exemple, on retrouve des choses comme ça. L'ensemble du monde se retrouve dans un grain de sable, c'est quelque chose que l'on lit encore aujourd'hui. Donc il y a un retour à cette forme de pensée. Mais c'est au XVIIe siècle, on peut dire que les choses se séparent nettement. Alors, Isaac Newton, bien sûr, par ses lois, il va ajouter quelque chose un peu à son corps défendant, parce que c'est quelqu'un de une pensée métaphysique très très forte, mais ces lois nous donnent la possibilité d'avoir un cosmos potentiellement infini dans l'espace. Puisque la Terre tourne autour du Soleil, et pour autant, les astres ne semblent pas changer de forme par rapport aux autres, donc ça veut dire qu'ils sont très très loin, et du coup, on peut anticiper, il faudra du temps, mais on peut anticiper le cosmos infini. Et de ce point de vue-là, on n'est plus enserré dans cette espèce de monde géocentrique qui était le fondement même de la pensée astrologique. Voilà. Et c'est à cette époque, donc, comme je disais, que l'astrologie est chassée. Voilà. Alors, on pourrait croire comme ça que l'astrologie et l'astronomie sont à peu près toutes les deux
sont intéressés par le ciel, puisque l'horoscope donne 4 objectifs, donc on pourrait se dire, oui, pourquoi pas, hein, à ceci près que l'existence des influences n'ont jamais été prouvées, personne ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, on pense qu'on ne le fera jamais. Hein. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a une confusion qui n'a pas été prise pour un astrologue. On ne vous a jamais dit, monsieur l'astrologue, ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé plein de fois. Donc il y a une confusion qui existe encore hein, dans le public entre les deux disciplines. Hein. Astrologue, astronome, on utilise les deux en souriant. On sous-entend que c'est pas si grave, que voilà. Eh bien non. Alors il y a une très grosse opposition. Alors les oppositions, je vais vous donner à peu près les règles, enfin, les oppositions, enfin, les arguments que les astronomes donnent en général. Alors, d'abord les constellations, c'est des structures à 3 dimensions dans l'espace. D'abord il y a un espace, quelque chose que les anciens imaginaient mal. Ils imaginaient plutôt un fond, une sorte de toile de fond, ils n'imaginaient pas la profondeur. Même, il y a des représentations du ciel où le firmament, c'est quelque chose de plus ou moins solide, une voûte percée de trous, avec le feu derrière, le feu de la création, et à travers ces trous, on voyait briller les étoiles. Les étoiles, c'était ces petits interstices permettant de voir le feu de la création. Donc il n'y a pas cette perception de la 3e dimension. Donc ça ne gênait pas. Et en fait, on sait aujourd'hui que ce ne sont que des illusions de hein, voilà. Il n'y a pas de réalité dans les constellations, ce sont des formes inventées. Bon. Là, par exemple, vous avez Ophiuchus. Alors, le deuxième point, pardon, c'est que les constellations ont des étendues très diverses. Ces fameuses constellations qui donnent naissance aux signes dont on parle, vous avez qui sont très étroites.